Merci beaucoup d'être présent pour ce webinaire. On va rester ensemble jusqu'à 11 heures ce matin euh, pour vous présenter les différents dispositifs aujourd'hui qui se complètent pour prévenir et traiter les difficultés financières des entreprises. Donc, je vous remercie d'être présent. Je remercie également aux intervenants de participer à ce webinaire. Donc, Madame Gastal, Madame Prieux de la Banque de France, Madame Vessière de la région Île-de-France et Madame Laurence Zébius-Jones du GPA Île-de-France et de l'APESA 93 et Monsieur Francis Griveaux du GPA, CIP et APESA 93. Ils pourront se présenter plus en détail pendant leur intervention. Donc ce webinaire a démarré en partant du constat que la hausse des procédures collectives est plutôt significative en ce moment et le nombre de défaillances des entreprises, notamment dans le bassin parisien également, et cela impacte beaucoup les TPE et les PME, et qui sont des entreprises qui ont un réel besoin d'accompagnement et d'aide lorsqu'elles arrivent à pressentir, à anticiper des difficultés, mais également lorsque les difficultés sont déjà installées. J'admets en même temps les personnes. Hop. Donc aujourd'hui, on va pouvoir avoir la possibilité d'échanger sur ces sujets avec des acteurs de proximité qui sont engagés sur ces problématiques pour permettre de maintenir le tissu économique francilien et surtout l'emploi sur le territoire. Donc, je vais commencer en laissant la parole à Madame Gastal et Madame Prieux de la Banque de France Seine-Saint-Denis qui vont nous présenter les différentes actions mises en place par la Banque de France pour accompagner les entreprises. Et n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat. On prévoit un temps d'échange à chaque intervention de 5 minutes et puis un temps plus long à la fin de toutes les interventions. Je vous préviens également que le webinaire sera enregistré, donc si vous ne souhaitez pas apparaître, vous pouvez couper vos caméras. Et je vous souhaite un bon webinaire à tous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va se présenter. Donc, merci pour nous laisser la parole. Donc, moi, je suis Isabelle Gastal, la directrice de la Banque de France de la Seine-Saint-Denis. Je suis accompagnée de mon adjointe Catherine Prieux. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir partager avec vous les outils et les dispositifs que la Banque de France met à votre service pour vous accompagner notamment dans le cadre de la prévention des difficultés financières. L'idée, c'est qu'on soit tous, qu'on agisse tous ensemble vers un même objectif, c'est-à-dire accompagner les entreprises qui pourraient être en difficulté. Donc, je vais laisser la parole à Catherine pour vous présenter les différents dispositifs qui permettent de mobiliser nos collaborateurs, voilà, qui sont à votre écoute et à votre service, et puis vous présenter, démystifier un petit peu la Banque de France et montrer qu'on a les outils qui vous permettent d'être accompagnés. Voilà, à vous Catherine. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les dispositifs de la Banque de France qui font partie de ses missions. Et le premier dispositif, c'est la cotation Banque de France. Alors, je ne sais pas, il faudrait juste avancer le diaporama. Hop, voilà. Merci. Merci. Donc, la cotation Banque de France, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une appréciation de la Banque de France sur une entreprise à honorer ses engagements financiers sur un horizon de 1 à 3 ans. Donc, cette cotation, elle est attribuée par des analystes financiers à la Banque de France. Alors, quand on cote, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on cote les entreprises qui font plus de 750 000 € de chiffre d'affaires. Ça correspond à peu près à 300 000 entreprises en France. Cette cotation, en fait, elle tient compte des documents comptables que les entreprises nous fournissent. Donc, on fait une analyse de la capacité bénéficiaire, de l'autonomie financière, de la structure, de la liquidité. Et on attribue une cote avec une lettre et un chiffre. La lettre que vous voyez, qui est donc la cote d'activité, est composée d'une lettre qui va de A à M, au niveau du chiffre d'affaires. Ce sont des fourchettes. Et c'est juste une fourchette de chiffre d'affaires, hein, c'est juste l'activité. Et ensuite, une cote de crédit qui est composée de 22 crans, de 1+, qui est la cote d'excellence, à 0, cote non significative. Donc, cette cotation, elle est
confidentielle, elle est envoyée au chef d'entreprise par courrier, mais elle est aussi mise dans une base qui se nomme FIBEN, qui signifie Fichier bancaire des entreprises, et qui est consultable par les banquiers et les organismes de crédit. Alors, nous complétons, notre analyse des documents comptables par une analyse qualitative que l'on fait en prenant rendez-vous avec les chefs d'entreprise. Mais vous-même, chef d'entreprise, vous pouvez nous contacter pour nous parler de votre activité et nous commenter les chiffres de l'année. Et vous pouvez le faire en nous envoyant un mail à parislacourneuve.ante@banque-france.fr. N'hésitez jamais à venir nous parler de votre activité. Ça, c'est notre première mission. Deuxième mission, l'accompagnement des TPME. Donc, c'est une activité qui existe depuis 2016. Il y a 102 correspondants départementaux, donc en métropole et en outre-mer, qui sont à votre écoute. Quelles que soient les problématiques ou les interrogations des chefs d'entreprise, à n'importe quel stade de la vie de l'entreprise, que ce soit au niveau de la création, de la gestion, du développement, pour prévenir les difficultés ou lors de transmission. Donc, ces analyses sont à votre écoute. Vous pouvez les contacter en écrivant à tpm93@banque-france.fr. Ces analystes vont faire un diagnostic de votre situation et vous orienter vers les interlocuteurs ciblés. Autre dispositif pour accompagner les TPE et les PME, c'est notre service OPAL, qui signifie, OPAL, c'est outil de positionnement et d'analyse en ligne des entreprises. Donc, c'est une solution pour les entreprises en ligne, totalement gratuite, qui vous permet d'identifier vos points forts, vos axes de progrès, les potentiels et les impacts financiers d'un projet. Vous pouvez l'utiliser seul ou vous pouvez être accompagné par votre banquier ou votre expert comptable. Et vous avez un expert de la Banque de France qui est disponible pour échanger sur les résultats obtenus. Alors, comment ça se passe, Opal? Si vous pouviez juste changer. Merci beaucoup. Donc, Opal, vous avez deux phases. Une phase d'analyse et une phase de simulation. La phase d'analyse, elle vous permet de mesurer et de comparer les performances de votre entreprise, d'identifier les points forts et de découvrir des potentiels d'amélioration. Vous avez aussi une phase simulation qui va vous aider pour prendre des décisions, évaluer vos impacts financiers de vos projets ou faire des projections selon différents scénarios. Est-ce que vous pouvez changer la slide? Merci beaucoup. Alors, voilà des exemples de questions auxquelles Opal peut répondre. Côté analyse, est-ce que la rentabilité de mon affaire est satisfaisante? Est-ce que l'endettement de mon entreprise est comparable à celui de mon secteur d'activité? Quel est mon positionnement comparé à mon secteur? Est-ce que mes fonds propres sont suffisants? Ça, c'est côté analyse diagnostique. Côté simulation, vous pourrez savoir comment améliorer votre trésorerie. Et comment? Si vous souhaitez acheter un équipement, si vous souhaitez investir, quel est l'impact sur le bilan et le compte de résultat? Ou alors, pour votre projet, est-ce qu'il vaut mieux emprunter ou est-ce qu'il vaut mieux vous autofinancer? Est-ce que vous pouvez changer la slide? Alors, il y a des conditions de faisabilité pour Opal. Tout d'abord, il faut une liasse fiscale complète, c'est-à-dire une liasse CERFA qui va du feuillet 2050 au 2059G, ce qui exclut en fait toutes les liasses fiscales simplifiées 2033. Pourquoi? Bien parce que dans les feuillets 2050 à 2059G, nous avons des annexes qui nous permettent en fait de faire des calculs de ratio et cela n'est pas compris dans la liasse 2033. Pour faire un diagnostic, il faut 2 bilans successifs. Pour faire une simulation, un seul bilan est nécessaire. Seul le représentant légal peut accéder à Opal en créant un compte via France Connect. Et Opal est éligible à toutes les entreprises, à l'exception des entreprises individuelles, des GIE et des SNC. En fait, il est éligible à toutes les entreprises de capitaux. Pour faire un Opal, vous pouvez aller sur le site Banque de France, opal.fr.
banque-france.fr. Vous aurez plus d'informations sur le site de la Banque de France. Autre accompagnement, nous avons mis à disposition un portail qui se nomme Mes questions d'entrepreneurs pour nous permettre d'accompagner les entrepreneurs dans leurs préoccupations économiques et financières quotidiennes. Donc, c'est un site qui met à disposition beaucoup de ressources et d'outils pratiques pour la gestion de l'entreprise en respectant des critères de neutralité, de gratuité, de fiabilité et d'accessibilité. Alors, nous ne sommes pas seuls pour avoir fait ce site. Nous avons été accompagnés et nous avons des partenaires qui sont des acteurs institutionnels, comme le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Éducation nationale, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre de métiers et de l'artisanat, et également des fédérations professionnelles, l'Union des entreprises de proximité et la Confédération des petites et moyennes entreprises, ainsi que le Mouvement des entreprises de France. Donc, n'hésitez pas à aller sur ce portail. C'est une mine d'informations pour tous les entrepreneurs. Autre dispositif dont on parle beaucoup en ce moment. Catherine, pardon, peut-être à ce stade-là où on est plutôt sur la partie accompagnement, il y a peut-être des questions avant de rentrer sur le PGE. Moi, j'en ai quelques-unes qui me viennent en tête, notamment toute la partie diagnostic. Est-ce que ça peut avoir une utilité dans le cadre des discussions ensuite pour améliorer sa cotation quand un chef d'entreprise, voilà, ça, parce que la cotation a des enjeux quand même directs sur l'accès au crédit. Est-ce que le fait de faire cette analyse est un élément qui peut être ensuite facilitateur? Et puis comment pour ensuite envisager une amélioration de la cotation et à quelles conditions? Alors, il y a deux choses. La cotation, c'est complètement à part d'Opale. C'est-à-dire que pour éventuellement améliorer sa cotation, moi, je vous engage à venir prendre rendez-vous avec un analyste financier de la Banque de France. Et là, on parlera cotation. En revanche, Opale, qui est donc un rapport estampillé Banque de France, peut être très utile pour discuter avec son banquier, puisque c'est un rapport qui met l'accent sur vos points forts et vos axes de progrès. Le dirigeant de l'entreprise est propriétaire de son rapport. Après, il en fait ce qu'il veut pour communiquer avec ses partenaires. C'est un outil complémentaire, en fait, par rapport à la cotation. La cotation, c'est vraiment une analyse de fond avec l'analyste Banque de France. Le rapport Opale, c'est donner un rapport donc, qui est très bien fait, très pédagogique, très explicatif, qui positionne l'entreprise par rapport aux autres secteurs, ses points forts, les opportunités, les faiblesses. Et donc, c'est un rapport d'une vingtaine de pages qui prend les indicateurs les plus essentiels et qui permettent, face à un banquier, de montrer qu'on a analysé son entreprise, qu'on a pris du recul et qu'on sait où on va et comment on va. Donc, je dirais, c'est un moyen de communication avec son banquier qui peut être intéressant, quoi, en fait. Madame Gassal, le Opale, est-ce que qui y a accès, mis à part bien évidemment le dirigeant, la Banque de France, j'imagine que c'est communiqué également à la société ou à la banque partenaire de la société, non? Non. Ça reste totalement confidentiel, uniquement entre au représentant légal. Représentant légal et Banque de France, mais ça ne sort pas de là. Non. Parce que il est certain que parfois le rapport peut mettre en exergue des difficultés et des problèmes dans la société que l'entrepreneur voudra quand même corriger avant d'en faire part à son banquier. Oui, mais c'est confidentiel. Totalement confidentiel. Donc, je pense que c'est important de le préciser. Bien sûr, tout à fait. Vous avez dit, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bonjour madame. Philippe Autant, vous m'entendez? Oui. Très bien. La question que je pose par rapport à ce rapport dont vous avez dit qu'il est à l'initiative du dirigeant qui saisit, et donc c'est un accompagnement, moi je le comprends comme étant un accompagnement à côté de la note de Banque de France pour aller exposer à ses partenaires bancaires l'évolution, les perspectives. Donc pour moi, je comprends que c'est A plus B. Maintenant, je comprends aussi que si c'est sa propriété, il n'a pas le droit de modifier les conclusions du rapport. Non. En revanche, le rapport n'est définitif qu'à partir du moment où il a une prise de conscience
et où il modifie en conséquence ses axes pour pouvoir défendre sa note annuelle. C'est à peu près ça la logique. C'est un support à son rendez-vous annuel de cotation avec la banque. Non, pas du Non. tout. Du tout. C'est vraiment complètement à part. Ça peut lui servir, lui, pour En prendre du interne. recul en interne sur la situation financière de sa société. Et ça peut lui servir aussi pour communiquer avec des partenaires. Mais c'est vraiment séparé de la cotation Banque de France. Oui, mais son utilité alors pour lui, parce qu'en général, puisqu'il sait qu'il a un rendez-vous annuel avec ses banques, est-ce que c'est un élément sur lequel il peut s'appuyer Oui. pour justifier d'une révision de la note aussi en interne, puisque de ce que je comprends, toute entreprise a le droit de connaître la note interne donnée par son partenaire financier. Il est en droit de le demander. Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire que, comme l'a dit Catherine, la cotation, la notation qui a été donnée par la Banque de France est disponible sur le fichier bancaire sur FIBEN, donc accessible aux banquiers. Mais la revue ou l'actualisation ou revoir sa cotation, comme on dit dans le langage courant, ne se fait que par la Banque de France. Elle ne se fait pas par le banque. Excusez-moi, c'est moi qui n'ai pas été claire. La Banque de France est un des éléments d'appréciation du risque de contrepartie Oui. par le partenaire bancaire, Tout à fait. qui fait sa propre analyse. C'est Oui. un appui comme Standard & Poor's, comme Moody's ou comme tout autre élément. Mais il a la responsabilité de décider si son client est ou pas solvable. Tout à fait. Dès lors que ce client se retrouve, parce que si tout va très bien, tout le monde s'en fiche. Mais si en revanche, il y a des tensions pour des raisons conjoncturelles et ou structurelles, l'appui qu'apporte ce rapport est de faire passer un message de Oui. maturité dans la gestion des crises Oui. et du fait que, certes, si la note est 6 plus, qui n'est pas bon signe à Banque de France, en fait, elle ne tient pas compte d'un certain nombre de choses dont la Banque de France n'a pas connaissance, puisque c'est sur de l'historique. Et preuve en est que la dynamique est prise, donc pour accompagner du côté de son banquier une modification à la hausse de la note. C'est dans cet élément-là que moi, je pense que ça peut être très intéressant. Oui, oui, je comprends votre… oui, bien sûr. Oui, oui, on est d'accord, on partage. Oui, oui. Et ça n'engage pas la responsabilité de la banque. Non. Non. Et la Non. Banque de France non plus, ce rapport. Non, du tout. D'accord, c'est une obligation de moyens et c'est un outil mis à disposition sans engager. Exactement. Oui, D'accord. voilà, c'est ça. Tout à fait. Ok, merci. J'enlève la main, je baisse la main. Il y aurait d'autres questions sur ces interventions et après on pourra passer au PGE du coup. Non, bah, je vous laisse la parole. Merci. Alors, la restructuration du PGE. Alors, l'État a augmenté de 2 ans et 4 ans de façon exceptionnelle le délai maximum d'amortissement des PGE. Donc, il peut être porté à 8 ans au total. Donc, un aménagement de ce prêt doit être négocié avec le banquier sous l'égide de la médiation du crédit. Donc, c'est la Banque de France, ça passe par la Banque de France, ou du tribunal de commerce. Donc, le but, c'est de soulager l'entreprise à court terme. Si un rééchelonnement de ce type est réalisé, l'État s'engage à ne pas augmenter le coût de garantie. Donc, pour qui est ce rééchelonnement ? C'est destiné aux entreprises qui ont de vraies perspectives de redressement, mais qui ont encore des difficultés comptables conjoncturelles. Pour un prêt inférieur à 50 000 €, l'entreprise saisit en ligne la médiation du crédit de la Banque de France et constitue un dossier de demande de rééchelonnement, avec un avis comptable préalable attestant qu'elle n'est pas en cessation de paiement. Et ensuite, elle négocie avec sa banque pour redéfinir les conditions de remboursement du PGE. Pour un prêt qui est supérieur à 50 000 €, l'entreprise doit d'abord saisir la conseillère départementale de sortie de crise, qui réalise une instruction de dossier avant d'orienter les entreprises vers la médiation du crédit ou le tribunal de commerce. Alors, sur la slide suivante, on vous a mis les coordonnées. Donc, mesdames, excusez-moi, quand vous dites 8 ans maximal, moi j'avais compris que c'était 10 ans.
C'est-à-dire, parce que déblocage des fonds est maximum, disons, avec, si l'entreprise saisit directement, elle est au-dessus de 50 000 et qu'elle passe directement à une saisine de conciliation. Qu'est-ce qui se passe par rapport à votre process? Et voilà. Et dernier point, je comprends aussi que les conditions de refinancement, le coût n'est pas le même, même si la garantie de l'État demeure au même niveau. Oui, oui, oui. Alors, s'il vous plaît, excusez-moi, en complément de cette question, vous dites que ça peut être vu par le tribunal de commerce. Or, le tribunal de commerce n'a pas vocation à analyser ces discussions et cette autorisation de poursuite. Donc, je pense que c'est plus dans le cadre à ce moment-là d'une conciliation ou d'un mandat ad hoc. Donc, oui, d'accord. Donc, ce n'est pas directement avec le tribunal de commerce ou avec la Banque de France. Si c'est le tribunal de commerce qui intervient, c'est dans le cadre d'une mission de prévention, style mandat ad hoc ou conciliation, dont on parlera à la suite de cette réunion. Tout à fait. Tout à fait. Donc, si c'est supérieur à 50 000 euros, c'est donc le comité départemental de sortie de crise qui estime si ça doit passer par la médiation du crédit, donc via la Banque de France. Et donc, si ça passe par la médiation du crédit, vous avez des médiateurs départementaux qui s'occupent de négocier ce rééchelonnement avec vos banquiers. Nous allons faire un focus après sur la médiation du crédit. Est-ce que vous pouvez juste revenir sur cette histoire de 8 et 10 ans, s'il vous plaît? Parce que vous dites c'est 8 déblocage des fonds, maximum du remboursement, la date finale, la maturité finale, c'est +8 en cas de dérogation et de reprofilage. Oui. Moi, j'avais compris que c'était 10 à côté du déblocage des fonds. C'est 10 exceptionnellement, parce qu'on est à 6, donc c'est +2. Donc, l'État augmente de 2 ans et exceptionnellement de 4 ans. D'accord. Donc, la règle, c'est je peux reprofiler à 8 ans et là, je rentre dans le process qu'on vient d'exposer. Et de toute façon, je suis dérogatoire à 10 ans. Voilà. Et là, c'est que je vais très mal, mais que j'ai une perspective de retournement. C'est ça. Oui, en gros, c'est ça. C'est tout à fait ça. Oui. Merci, mesdames. Alors, vous avez là les adresses pour saisir, notamment si vous avez un prêt garanti par l'État au-dessus de 50 000 euros, la saisie donc du Codéfi ou des impôts.gouv, c'est relativement simple. Et donc, c'est le point d'entrée, en tous les cas, pour cette restructuration de PGE supérieure à 50 000 euros, c'est Madame Laurence Richard. Donc, vous avez ses coordonnées ainsi que le site et comment on peut saisir. Voilà, pour les plus de 50 000. Alors, nous allons parler de la médiation du crédit globalement, parce qu'elle ne s'occupe pas que de la restructuration des PGE. Alors, pourquoi la médiation du crédit? En fait, c'est un service gratuit et confidentiel dont la mission est de ne laisser aucune entreprise seule face à ses difficultés. Alors, pour qui? Pour toutes les entreprises, quel que soit le secteur d'activité, leur taille, leur âge ou leur forme juridique, dès lors qu'elles sont confrontées à des difficultés de financement bancaire ou d'assurance crédit. Alors, qu'apporte la médiation aux dirigeants? Donc, vous avez des médiateurs départementaux, comme je le disais tout à l'heure, qui vont dialoguer avec les partenaires financiers et essayer de trouver des solutions pragmatiques. C'est un accompagnement qui repose sur le maintien des concours bancaires pendant la durée de la médiation. Et il est nécessaire de saisir la médiation du crédit le plus tôt possible pour avoir des chances d'aboutir à une solution durable. Alors, je vous ai mis là les principaux motifs de saisine que nous avons pour la médiation du crédit: dénonciation de ligne de découvert, refus de rééchelonnement de dette, refus de crédit, refus de caution ou de garantie ou réduction des garanties par un assureur crédit. Voilà, ça, ce sont les 5 principaux motifs de saisine de la médiation. Alors, vous avez plusieurs étapes pour la médiation du crédit. Vous aviez le lien là sur la slide précédente. Tout d'abord, il faut déposer un dossier en ligne. Vous avez une admission qui prend 48 heures. Après, pendant 5 jours, les établissements ont la possibilité de revoir leur position.
Et ensuite, si les difficultés perdurent, il y a un vrai travail de médiation, donc un rapprochement des positions divergentes avec l'aide du médiateur départemental de la Banque de France pour résoudre les points de blocage. Et ensuite, une proposition d'accord par le médiateur. Alors aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, la réussite, hein, ce qu'il faut voir, c'est que lorsqu'on nous saisit en Seine-Saint-Denis, pratiquement un dossier sur deux va aboutir de façon positive. C'est-à-dire que le demandeur va obtenir satisfaction. Voilà. Donc, ça montre le pouvoir de négociation que nous avons et puis ce que peuvent faire les établissements bancaires en retour. Donc, c'est un vrai… c'est un outil qui est vraiment utile pour les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité. Donc, pratiquement un dossier sur deux est en phase de succès. Donc voilà, donc c'est un outil qui est encore méconnu et qui mériterait d'être plus saisi parce qu'il y a des vrais résultats positifs. Le médiateur du crédit dans la médiation dont vous parlez, est-ce le même interlocuteur que celui pour les PGE? C'est-à-dire? Bon, on vous contacte dans le cadre d'entreprises de plus de 50 000 avec le médiateur du crédit de la Banque de France. C'est la même personne que celui qui est contacté dans le cadre de la médiation du crédit d'un point de vue général. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et là, on vous a mis comment nous contacter si vous avez des questions particulières, vous ne savez pas, vous avez des difficultés pour déposer un dossier en ligne, vous pouvez médiation.crédit.93@banque-du6france.fr. Voilà, là, vous pouvez nous saisir dans le sens poser des questions et on vous aidera à faire ce dépôt en ligne si c'est nécessaire. En tous les cas, vous pouvez vous poser vos questions et on vous répondra bien volontiers. D'accord. Voilà, et pour répondre à vos questions, voilà, nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. Merci, Madame Gastal. Merci. Merci pour vos présentations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde dans le chat. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir passer à la prochaine intervention puisque le temps passe vite. Donc, je vais donner la parole à Madame Bessière de la région Île-de-France qui va pouvoir nous présenter la mission sauvegarde des entreprises de la région Île-de-France. Bonjour, merci beaucoup Amaya. La région se mobilise également, comme la Banque de France, pour accompagner les entreprises. La mission sauvegarde repose aujourd'hui sur deux piliers. Alors, une équipe dédiée au diagnostic des signalements d'entreprises fragilisées qui arrivent sur des secteurs ou des filières qui sont stratégiques en termes d'emploi ou de savoir-faire pour la région francilienne. Donc là, on est vraiment au cœur du diagnostic financier afin de soit pouvoir mobiliser des dispositifs financiers aux mains de la région. Alors, on a beaucoup de subventions sous forme de soutien aux investissements. On a également de l'ingénierie financière au travers de prêts d'amorçage ou de prêts d'innovation. On a de la co-garantie bancaire également, ce qui peut faciliter aussi auprès des banques privées l'octroi de financement aujourd'hui qui est un petit peu plus compliqué. On a donc sinon la possibilité, si jamais il n'y a pas de dispositif en tout cas mobilisable au sein de la région, de pouvoir réorienter rapidement vers les interlocuteurs, acteurs publics ou privés, qui accompagnent les entreprises qui peuvent être fragilisées ou en difficulté. Donc, une réorientation extérieure, en tout cas à la région, vers les acteurs.
À ce titre-là, d'ailleurs, on travaille en étroite collaboration avec Will Le Chalier, qui est le référent, le délégué territorial du 93. Et je sais qu'il est en ligne et qu'il a mis dans le chat son mail. Donc, c'est vrai qu'au niveau des bassins d'emploi, là, on est au plus proche du terrain et on est voilà, avec Will en étroite collaboration pour pouvoir capter en tout cas ces signalements d'entreprises et pouvoir derrière soit les accompagner, donc encore une fois en interne, par les dispositifs régionaux ou bien une réorientation. Alors, on a aussi un autre pilier au sein de cette mission, outre l'équipe, qui est une plateforme partenariale qui a été donc lancée en mars 2021. C'est une plateforme partenariale Assist Entreprise, qui est une sorte en fait de guichet unique et qui là regroupe de manière collective, sous forme de partenariat, de convention donc, avec la région Île-de-France, les principaux acteurs franciliens, tels que l'Ordre des experts comptables, il y a aussi tous les dispositifs de l'IFPPC, du CNAGMJ, l'Infogreffe, la Banque de France est partenaire également, avec ces dispositifs donc, pour partie qui viennent de vous être expliqués. On a également donc, en cours de partenariat le GPA, qui s'est constitué fin 2022 en région francilienne. On a tout ce qui concerne les tribunaux de commerce avec Infogreffe. Donc j'en oublie, mais en tout état de cause, voilà, cette plateforme que l'on peut saisir de manière anonyme, hein, que les dirigeants ou l'écosystème qui œuvre, le comptable ou l'expert comptable qui œuvre aux côtés du dirigeant, peut avoir accès à l'ensemble des dispositifs, en fait, et donc, via soit un numéro vert, soit un formulaire de contact, une adresse mail, peut après prendre attache avec donc l'acteur voilà, qui est ciblé, puisque vous avez des liens d'entrée que vous voyez. On est vraiment sur un tri en amont pour que les dirigeants ne se retrouvent pas avec voilà, tout le panel d'outils franciliens, mais qu'ils soient vraiment dirigés vers les dispositifs et les acteurs qui pourront être mobilisés, mais au plus près des difficultés en fait, qu'il aura sélectionnées via cet outil. Donc, on a un tri en amont qui permet d'orienter en fait, les dirigeants vers uniquement les acteurs et les dispositifs qui lui permettront en tout cas d'être accompagnés au mieux. Donc, on a vraiment tenu en tout cas à faire ce préfiltrage pour ne pas noyer voilà, dans la masse d'outils le dirigeant qui, fragilisé, est déjà voilà, dans une situation assez compliquée, sans chercher forcément voilà, dans tout l'écosystème. Parce qu'une fois encore, on a quand même beaucoup de chance. On a énormément d'acteurs et de dispositifs voilà, au soutien de ces entreprises en difficulté. Donc, vous le voyez, c'est en ligne. Voilà, sur les sites internet de la région, vous retrouverez le lien où je le mettrai dans le chat juste après. Donc, on a ces partenariats. On a aussi, voilà, au fur et à mesure, en tout cas, cette plateforme se nourrit de nouveaux partenaires. Voilà, on a alors des experts comptables. On a les dispositifs aussi APESA, hein, de soutien psychologique important. Second Souffle qui nous a rejoint aussi. Donc voilà, on est dans un accompagnement en tout cas avec ces acteurs publics, ces acteurs privés de l'accompagnement. Et grâce à ça, en tout cas, on sait que cette plateforme, on a un peu plus de 13 000 connexions là, depuis le lancement en mars 2021. Donc elle est consultée et elle permet d'accéder, entre autres, voilà, aux dispositifs que l'on vient de vous exposer de la Banque de France, Opal, et bien évidemment à d'autres acteurs. Merci, voilà, Madame Messia. Voilà. On va, avec Francis Griveau, peut-être parler un peu des procédures, des différentes procédures qui peuvent être mises en place. Et puis, on reprendra avec Madame Messia ensuite pour un autre dispositif de la région Île-de-France. Merci et je vous laisse la parole, Francis. Oui. Bien, donc, avant de parler en effet du chèque prévention d'Île-de-France, il était bon de refaire un petit point sur les problèmes des entreprises, puisque en fait, toute notre discussion de prévention correspond à de la pré-prévention, sachant que la prévention en tant que telle, prévue par le Code de commerce, elle se fait au niveau du tribunal
et que les juges qui reçoivent ne peuvent pas donner de conseils, mais peuvent seulement faire part des textes de loi et de ce que la loi prévoit pour aider les entreprises. Il y a, vous voyez dans ce tableau synthétique, il y a deux choses extrêmement importantes. C'est le côté confidentiel ou non confidentiel, puisque certaines procédures figurent au cabis de l'entreprise et d'autres n'y figurent pas. La première partie, c'est les procédures préventives, donc, dont on a parlé, mandat ad hoc et conciliation, qui sont totalement confidentielles, qui sont initiées par le chef d'entreprise auprès du président du tribunal de commerce pour avoir une conciliation ou un mandat ad hoc. Je précise bien que conciliation et mandat ad hoc ne veut pas dire qu'il y aurait une suspension des poursuites de la société. C'est simplement des éléments qui permettent d'avoir un mandataire ad hoc ou un conciliateur avec des possibilités de bien aider l'entreprise avec même des aides juridiques, puisque dans la conciliation surtout, on obtient des accords ou éventuellement on a même la possibilité parfois de faire des procédures accélérées au fond pour accorder des délais si on a un créancier récalcitrant. Donc, si vous voulez, le côté confidentiel, c'est uniquement les procédures préventives, sachant que dans le cadre des procédures collectives qui sont à ce moment-là, qui sont donc officielles, vous avez la sauvegarde. Malheureusement, elle est sur le cabis pendant 1 an. La procédure de traitement de sortie de crise qui, elle, normalement, sauf exception et sauf renouvellement, elle s'arrête au 1er juin de cette année, puisque c'était quand même une procédure qui était suite au Covid. Et ensuite, bien évidemment, redressement, liquidation. Alors, avant de redonner la parole à Mme Vessière pour qu'elle nous parle du chèque, je voudrais quand même rappeler que les procédures préventives, mandat ad hoc, conciliation, donnent lieu à un résultat positif et réussissent dans 80% des cas. Dans le cadre des procédures collectives, ce n'est pas, il y a une réussite qui est dans l'ordre de 20% des cas. D'où l'intérêt d'anticiper et de faire des procédures préventives, mandat ad hoc ou conciliation, ce qui est extrêmement, extrêmement important. Et cela, c'est avec le contact avec le président du tribunal de commerce qui vous permettra à ce moment-là de nommer quelqu'un pour vous aider. Alors, un point important aussi, tout cet ensemble de procédures auprès du tribunal de commerce fait suite à une détermination de ce qu'on appelle un état de cessation de paiement. 2 mots sur l'état de cessation de paiement, ce n'est pas actif moins passif, c'est qu'est-ce que j'ai dans la poche pour payer ce qu'on me demande immédiatement. À savoir, quelqu'un vous dit vous me devez 1 million, mais s'il demande immédiatement et qu'on n'a pas les moyens, on est en état de cessation de paiement. Par contre, si la personne est dit allez, compte tenu de ce que vous me dites, ok, je vous donne 1 semaine pour me régler le million. Vous n'êtes plus en état de cessation de paiement. Et ça, c'est extrêmement important puisque dans le cadre des redressements judiciaires, dans le cadre des sauvegardes, vous ne devez pas être en état de cessation de paiement. Dans le cadre de la conciliation, c'est 45 jours maximum. Et n'oubliez pas que vous devez, dans tous les cas, déclarer un état de cessation de paiement qui est avéré depuis plus de 45 jours. Donc voilà un peu globalement, si vous voulez, un rappel sur les procédures préventives confidentielles et les procédures collectives. Et je rappelle que le tribunal de commerce, lui, est là, mais ne peut que vous donner les éléments juridiques et ne peut pas vous conseiller comme cela se fait dans la pré-prévention. Sur la procédure, merci beaucoup. J'ai 2 petits points sur la procédure de traitement de sortie de crise. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de procédures? Il y a eu relativement peu de procédures parce que la procédure de traitement de sortie de crise demande, en fait, a été basée sur les difficultés dues au Covid. Une entreprise doit avoir une comptabilité. C'est conjoncturel, pire que conjoncturel. Enfin, elle doit avoir une comptabilité absolument très bien tenue. Elle doit, lorsqu'on l'ouvre, proposer un plan de redressement qui doit être fait dans les 2 mois.
Donc, ça veut dire que c'est quelque chose d'extrêmement ciblé. On ne doit pas avoir de dette sociale. On doit avoir une comptabilité bien tenue. Et l'idée est de dire, on a plus que dans un redressement classique, on a une difficulté ponctuelle due à de la trésorerie du fait du Covid, mais on va s'en sortir et on a très bien identifié le problème. Et c'est pour ça qu'on fait quelque chose en 2 mois. Ceci étant, un redressement judiciaire pourrait se faire en 2 mois, mais les 3/4 du temps, le temps de faire le plan de continuation, le temps de faire un bilan, etc., ça dure bien souvent 6 mois, 1 an, sinon 1 an et demi. Ça a été le cas notamment de certaines entreprises qui avaient factoré leur poste client et qui donc se sont retrouvées avec un problème de cash. Absolument. Et donc celle-ci, après, c'est les mêmes propositions avec des étalements pouvant aller jusqu'à 10 ans? Absolument. Absolument. Okay, parce que là, dans la procédure de traitement de crise, on rentre ensuite dans le cadre d'un redressement judiciaire. Et comme tout redressement judiciaire, ce n'est valable que pour une difficulté conjoncturelle et non pas structurelle, à partir du moment où la société peut proposer un plan de continuation avec remboursement de la dette totale pendant 10 ans. Alors, je rappelle quand même, pour bien situer, entre procédure collective, c'est l'ensemble des créanciers, les procédures préventives, notamment conciliation et mandat ad hoc, donc c'est une négociation avec 4 ou 5 fournisseurs qui sont privilégiés, je vais dire DGFiP, je vais dire URSSAF, je vais dire bailleur, banque et un gros créancier, avec qui on peut prendre des accords confidentiels qui, lorsqu'on prend ces accords, permettent à tous les autres créanciers de ne pas s'en rendre compte puisque la société continue à les régler normalement. Ouais, c'est ça la grosse différence entre la préventive sur 4-5 personnes. Et vous savez très bien qu'on peut bien mieux obtenir un accord à 4, 5, sinon 3 personnes qu'à 100 personnes. Et là, en général, vous avez la suspension des effets de l'exigibilité en cas notamment de demande de remboursement anticipé pour défaut. En revanche, si je puis me permettre d'ajouter un point, les causes qui mettent en jeu l'exigibilité anticipée, qui sont propres à l'ouverture de procédure, sont des clauses réputées non écrites. Tout à fait. Donc là, ça veut dire que les procédures de traitement de sortie de crise, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a, Bobigny, on en a fait 4-5, hein, donc je vous dis, c'est tout à fait limité. Limité parce que je pense aussi que les conseillers principaux des entreprises, à savoir les experts comptables, ne connaissaient pas suffisamment cette procédure et ne l'ont pas suffisamment proposée. Ouais. Maintenant, ceci étant, c'est quand même une excellente procédure. À ma connaissance, il n'est pas prévu encore de la proroger et je le regrette parce que je trouve que c'est quand même une possibilité. Oui, mais je suis d'accord avec vous parce qu'elle fait franchement une différence entre le redressement judiciaire dans lequel on a un problème de remontée d'informations évident et celui qui subit la perte d'un énorme contrat ou autre parce qu'il craint la perte de trésorerie et qui subit un élément alors que sa structuration est bonne. Absolument. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Bien, on va écouter maintenant Madame Vessière. Je suis désolé, mais je pense que c'était important, avant qu'on reparle du chèque prévention, de refaire un point sur, en effet, les procédures exactes. Voilà. Merci. Effectivement, alors peut-être rappeler, ou en tout cas évoquer le contexte du chèque prévention et de son lancement. En fait, en 2022, alors on sait qu'il y a une augmentation significative et une hausse des défaillances France sur le territoire national. Sachant qu'à l'intérieur, la région Île-de-France a été la plus concernée en fait par rapport à cette hausse avec plus de 8500 défaillances d'entreprises, donc une augmentation de 31% par rapport à 2021 et donc à peu près 6000 emplois de perdus du fait des liquidations judiciaires intervenues en région Île-de-France. Alors, dans ce contexte, et on vient de l'entendre, dans 80%, 75 à 80% des cas, la procédure de prévention
aboutit à un accord avec ses créanciers et permet donc de pérenniser l'activité et les emplois associés. Donc, c'est vrai que la région et sa présidente ont souhaité donc pouvoir inciter et promouvoir ces procédures de prévention auprès des TPE et des PME franciliennes, principalement touchées l'année dernière, en tout cas sur 2022, et on voit les chiffres ici, par une procédure donc collective. Et le fait, en tout cas pour faciliter, on a donc fait voter le 29 mars dernier par le Conseil régional d'Île-de-France le chèque prévention. Alors, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, c'est donc une subvention qui s'inscrit uniquement dans le cadre d'une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation, les deux, donc typologie de procédure de prévention. Une subvention, ça veut dire que ce n'est pas un prêt, on n'a pas à restituer la somme. Cette somme donc est donnée aux TPE et aux PME qui ont entre 1 et 49 salariés. Elle est plafonnée, c'est-à-dire qu'on prend une totalité des dépenses éligibles, on verra lesquelles après. On prend 50% de ces dépenses éligibles. On a capé donc avec un plafond de 5 000 € et uniquement pour les procédures de prévention qui aboutissent à un accord. Bon, on est sur de l'argent public, on est aussi sur une volonté de pouvoir accompagner, et pourquoi pas après d'ailleurs, la procédure de prévention avec potentiellement du soutien aux investissements, pourquoi pas. Donc, on est sur une pérennité d'activité et d'emploi, donc avec un accord obtenu à l'issue de ces deux procédures de prévention. Dédiées donc aux TPE et aux PME, c'est-à-dire artisans, commerçants, les sociétés commerciales également et les associations qui ont une activité économique. Il faut qu'il y ait le siège social ou au moins un établissement en région francilienne et puis une immatriculation avec au moins 2 ans d'activité. Alors après, au niveau de ces dépenses, on a donc les frais de greffe, on a les honoraires de l'expert comptable ou du commissaire aux comptes, mais uniquement sur la partie liée à la procédure de prévention. Donc, on n'est pas sur toute la comptabilité annuelle du chef d'entreprise, on est vraiment sur le compte des résultats, le prévisionnel de trésorerie qu'élabore pendant la phase de prévention l'expert comptable ou le commissaire aux comptes. Et enfin, on a les honoraires du mandataire ad hoc ou du conciliateur qui est donc désigné et acté par l'ouverture de la procédure de prévention devant le tribunal de commerce. Ce chèque prévention s'établit donc et est réglé et donné une fois que les factures ont été acquittées. Et ces factures donc doivent avoir été acquittées postérieurement au vote du Conseil régional pour ce dispositif, c'est-à-dire postérieurement au 29 mars 2023. Mais ce sont bien des procédures de prévention ouvertes à compter du 1er janvier 2023. Je n'ai pas dit tout à l'heure, mais on est vraiment sur une procédure de prévention ouverte à compter du 1er janvier 2023 et des factures, par contre, qui ont été acquittées après le 29 mars 2023. Dans l'année, acquittement donc des factures acquittées, dans l'année, dans les 12 mois qui suivent l'ouverture de la procédure de prévention. On est également, puisque on peut le voir ponctuellement, un dirigeant qui a concomitamment dans la même année un mandat ad hoc, puis après une procédure de conciliation. Donc, le chèque prévention ne sera versé que pour un dirigeant, une procédure, mais par année. Ça veut dire que si un dirigeant bénéficie d'une procédure en 2023, puis d'une autre procédure de prévention en 2024, il sera éligible en tout cas à solliciter 2 fois le chèque prévention. Mais en tout cas pour 2023, ce ne sera qu'une seule fois qu'il pourra déposer une demande de prévention. On est donc sur un budget contraint. Donc, ça veut dire que, entre guillemets, la place n'est pas gardée. Les premiers qui déposent sur la plateforme, on verra après, je vous ai mis le libellé de la plateforme, et en tout cas, le premier qui dépose avec un dossier le plus complet possible. Tout est bien expliqué. On a même sur le site internet une foire aux questions, on a des liens. Donc, on a même mis une adresse mail, pour pouvoir accéder le chèque prévention Île-de-France. On a en amont cette adresse courriel pour pouvoir poser toutes les questions.
sachant qu'après, le dépôt de la demande se fait sur Mes Démarches, qui est une plateforme identifiée, et aujourd'hui, c'est celle qui reçoit les demandes pour tout type d'investissement à la région Île-de-France. Et sur donc, le site de la région, vous avez les différentes... enfin, plus de précision en tout cas, voilà. Et encore une fois, en tout cas, s'il y a quoi que ce soit, c'est bien chèque prévention pour solliciter et poser toutes les questions. Donc, Béatrice, si je comprends bien, d'abord, c'est une super initiative, bravo. Mais donc, ce que tu dis, c'est que si j'ai une procédure de mandat ad hoc parce que je n'ai pas trouvé mon accord en concile, j'ai ouvert mon droit au dire et sur la décision de l'ouverture de la conciliation et pas du mandat. Oui, c'est-à-dire que j'ai eu exactement la même question hier. On m'a dit, voilà, j'ai eu, mettons, un mandat ou peu importe. J'ai eu une première procédure de conciliation qui n'a pas abouti. Donc, on a ouvert, pour X, Y raison, une seconde procédure de prévention, cette fois-ci une conciliation. Donc, ça veut dire que si j'aboutis, en tout cas, j'ai fait une demande pour le mandat ad hoc, je n'ai pas abouti à un accord, donc de toute façon, je ne suis pas éligible. Si la même année, par contre, je ne pourrais pas refaire la même demande pour la procédure de conciliation. D'accord. Et si jamais c'est par entité sociale, c'est-à-dire que si jamais tu as un groupe où tu as plusieurs entités, est-ce que c'est chacune des entités qui peut demander? C'est chaque décision d'ouverture par le tribunal de commerce. Donc, moi, je considère que juridiquement, en tout cas, on a des entités différentes juridiquement avec une procédure de prévention différente. Madame Vessière, les 12 mois, c'est les 12 mois calendaires par année ou est-ce que c'est 12 mois entre les deux procédures? Non, c'est 12 mois à compter de l'ouverture de la procédure de prévention. Les factures doivent avoir été déposées pour pas, en fait, comment c'est que le mandat ad hoc, en fait, on l'a fait pour le mandat ad hoc. Parce que quand la conciliation est enfermée dans le délai de 5 mois, on n'aura pas de souci. Mais par contre, comme le mandat ad hoc n'a pas de délai, bon, on s'est dit, si jamais ça dure 18 mois ou je ne sais pas, bon, sachant que souvent le mandat ad hoc, il est quand même de quelques mois, bon, on ne voulait pas non plus, voilà, à un moment donné, on a voulu mettre un cadre, une date butoir. Donc, on a pris les 12 mois à compter de l'ouverture de la procédure de prévention. Oui, ça vise plutôt le mandat ad hoc. Hein. Non, mais il est certain que c'est quand même très souvent dans le cadre de dossiers un peu particuliers où on fait une suite de mandats ad hoc et de conciliation, puisque la conciliation ne peut être que de 5 mois, et bien souvent, c'est en effet l'un après l'autre. Mais comme on a un budget contraint, si vous voulez, on a voulu ouvrir au plus grand nombre aussi de TPE et de PME franciliennes qui sont éligibles la possibilité d'accéder. Or, si à un moment donné, on acquiesce à un cumul et que la même société revient 2 fois ou 3 fois sur la même année, évidemment, ça obère les chances et la possibilité pour d'autres de pouvoir, et notamment les TPE, avoir cette aide financière incitative, en fait. Voilà. Madame Vessière, peut-être, justement, vous avez envisagé quel objectif en termes de nombre de TPE à aider par rapport à la capacité budgétaire sur ce dispositif? Aujourd'hui, effectivement, on s'est basé sur… on partait un peu à l'aveugle, hein. Donc on s'est basé sur une centaine, voilà, de dossiers pour pouvoir mettre ce budget en place. Bon, c'est une première marche. C'est une innovation aussi. Donc, voilà, on espère en tout cas, puisque souvent les TPE, les dirigeants de TPE, leur souci, ce qui revenait notamment dans le rapport Echelm, voilà, qui avait été fait il y a quelques années, c'était ce frein, alors, outre le frein psychologique, mais c'était surtout aussi le frein financier. Donc, on espère que, voilà, avec cette aide incitative, on parlera déjà aussi, et la région contribuera en tout cas à cette communication, mais qu'on incitera financièrement. Si je suis ce que vous dites, ça veut dire que vous avez un budget de l'ordre de 500 000 euros. Un peu moins. Un petit peu moins, pour l'instant. Voilà. Et juste, donc là, c'est tout récent. Est-ce qu'il y a déjà eu des aides mises en place ? Alors, on a eu aujourd'hui sur la plateforme Mes Démarches, à peu près, la semaine dernière, on avait à peu près 35 dossiers de déposés. Mais comme la plupart avaient en fait une procédure de conciliation ouverte sur mars, avril,
On n'en avait qu'un ouvert, une procédure, 1 ou 2 dossiers en janvier-février, mais la plupart, en fait, c'était vraiment des procédures d'avril 2023. Donc, le temps que la procédure se déroule et le temps, en fait, que les factures soient acquittées, on sait très bien qu'on ne pourra pas octroyer le chèque avant quelques semaines, voire d'ici l'été. Donc, on est en attente. Mais en tout cas, les dossiers et des demandes ont déjà été saisis au démarrage de l'ouverture. Et peut-être juste pour revenir sur l'articulation avec les différentes aides financières de la région, puisque c'est finalement quelque chose que les entreprises en difficulté demandent souvent, c'est-à-dire que est-ce que aujourd'hui, on est d'accord, la région n'intervient pas financièrement, que ce soit au travers TPE, PME, en investissement ou en fonctionnement, sur des entreprises fragilisées. Dans la nature de l'analyse des dossiers aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des cas finalement où la région peut intervenir sur des projets financièrement, sur des projets en difficulté? Alors, si la société est en procédure de prévention, elle est considérée au sens du droit européen comme n'étant pas en difficulté. Donc, c'est-à-dire, comme à l'ouverture d'une procédure collective, toute aide publique, et notamment donc, les subventions de la région, ne peuvent pas être octroyées. Il faut attendre que l'entreprise sorte de la procédure collective avec un plan, mettons. Et donc là, elle redeviendrait éligible, en tout cas, à du financement public, sous condition. Et donc, c'est la même, pour répondre à votre question sur la prévention, c'est la même chose, c'est qu'on pourrait intervenir. Simplement, déjà, il faut regarder que la société ne soit pas en fonds propres négatifs, puisque là, ça obère toute chance de pouvoir accéder aux aides publiques. Et qu'elle est en tout cas, au niveau de sa situation financière, une situation qui ne soit pas trop dégradée non plus. Donc, mais ces fonds propres négatifs ou positifs, et c'est ce qu'on dit souvent aux dirigeants, souvent bloquent l'octroi et le fait de pouvoir accéder à ces aides. Donc, c'est vrai qu'en sortie de plan, en sortie de procédure collective, avec un plan, c'est là aussi où parfois, il faut faire attention et recapitaliser, en tout cas au maximum, pour pouvoir accéder à ces aides. Donc, une société qui est en conciliation ou en prévention peut accéder à du PME ou du TPE sous condition de diagnostiquer une situation financière qui permet légalement d'intervenir. Merci. Une question, en fait, vous remboursez à peu près 50%, jusqu'à un plafond de 5 000 € des frais engagés par l'entrepreneur dans une cas de procédure de conciliation ou ad hoc, mais combien ça coûte à peu près en moyenne une procédure ad hoc pour une entreprise? Alors, là aussi, il était difficile d'avoir des chiffres. Nous, on avait compris, en tout cas de ce qu'on nous avait dit auprès des professionnels, qu'on était à peu près sur 10 000, 15 000 pour une TPE et 20 000, 25 000 sur une PME. Voilà. Bon, ça, c'est gros maillage. Donc, de toute façon, on ne pourra pas… le chèque n'a pas vocation à prendre l'intégralité, mais une partie pour pouvoir, en tout cas, soulager cet investissement. Donc, on est à peu près… Alors maintenant, je laisse peut-être… Béatrice, quand tu dis 25 pour la petite TPE, pour la petite PME, c'est sans prise en compte des potentiels frais de modification juridique des conventions de crédit. Ça, nous, en tout cas, on nous a dit 20-25 000, effectivement. Peut-être qu'il y avait cette précision à apporter. Voilà, on va dire 20-25 000 côté frais directs portés par l'entreprise en redressement. Bon, je peux apporter quand même un élément en ce qui concerne les coûts. Maintenant, du fait de la nouvelle réglementation, on a l'obligation dans les conciliations de faire connaître, de demander aux dirigeants de nous faire part de tous les frais annexes. Donc maintenant, on va commencer à savoir quel est le coût exact d'une conciliation, sachant que en dehors du conciliateur lui-même, il y a les coûts induits qui sont bien évidemment de l'expert comptable, de l'avocat, mais vous avez aussi des coûts supplémentaires
qui sont comme la demande, par exemple, d'un IBR ou différentes demandes qui grèvent considérablement le coût de 20 à 25 dont vous avez parlé. Alors maintenant, en effet, le législateur a voulu essayer de, non pas de maîtriser, mais de regarder et de cadrer un peu plus ces coûts en demandant aux dirigeants de faire parvenir d'une manière confidentielle au président du tribunal non seulement le coût direct des conciliations, mais également le coût des frais annexes. Hein, c'est quand même un point important à connaître. Merci beaucoup, Madame Bessière, pour votre intervention. S'il n'y a pas plus de questions, on va pouvoir passer à la suite avec Madame Laurence Débus-Jones qui va nous présenter le groupement de prévention agréé de France. Et oui, bonjour. Donc là, en fait, on bascule dans l'univers de ce que Francis Griveau appelle la pré-prévention. C'est-à-dire qu'on est sur de la prévention hors tribunal, hein, l'idée étant de pouvoir apporter un accompagnement au chef d'entreprise qui est fragilisé et qui est surtout perdu dans l'ensemble des démarches à effectuer. Amaya, si tu peux changer de slide. Non, alors j'aurais souhaité qu'on parte peut-être d'abord sur ce qu'est le groupement de prévention agréé. Tu as un problème d'ordre des slides là. Donc c'est en fait le groupement de prévention agréé, c'est un article du Code du commerce qui avait été donc posé en 2014 et qui avait, à l'époque, finalement, été assez peu utilisé. Et aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire, il y a des associations qui sont des groupements de prévention agréés qui nécessitent un agrément de la préfecture Île-de-France et qui sont en train de se reconstituer. De se développer. Donc, c'est quelque chose qui avait été prévu de longue date, mais comme tout ce qui concerne le sujet des entreprises en difficulté, peu d'acteurs s'en étaient saisis. Et en Île-de-France, on a monté du coup l'association en novembre 2022 avec l'agrément de la procédure. Il y en a en Île-de-France avec des bureaux départementaux qu'on est en train de mettre en place, hein, des antennes départementales. Je vois d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de bénévoles de l'association sur ces départements. Ce sont des associations loi 1901, donc à but non lucratif. En Île-de-France, on a démarré avec la CPME. C'est un problème de diapositive là, Maya, on n'est pas du tout sur la bonne. On est donc donc à l'initiative, hein, association à but non lucratif, puisque l'ensemble des interventions sont gratuites pour le bénéficiaire. Le GPA Île-de-France a été monté à l'initiative de membres de la CPME Île-de-France. D'ailleurs, son président est Didier Moinereau, de l'association EG, qui est un réseau de bénévoles, et d'Impact Partenaire, dont je suis directrice associée, puisque depuis 2020, avec l'appui de la fondation JP Morgan, nous avions mis en place un accompagnement des entreprises en difficulté avec à peu près 500 chefs d'entreprise des quartiers de la politique, de la ville accompagnés. Donc, on s'est regroupés. Aujourd'hui, on a une quarantaine de bénévoles dans l'ensemble des départements. Donc, donc à qui ça s'adresse? Ça s'adresse alors, c'est important, hein, c'est vraiment, parce que c'est une aide gratuite et vraiment en amont, ça s'adresse aux TPE, aux petites entreprises de moins de 50 salariés, puisque sur une cible
d'entreprises plus conséquentes. Aujourd'hui, il y a quand même la capacité pour le chef d'entreprise d'actionner un certain nombre de dispositifs. Donc, on peut intervenir, quel que soit le statut de l'entreprise, sur des stades de développement, des difficultés très, très variables. Évidemment, plus c'est en amont, et c'est là où il ne faut vraiment pas hésiter à mobiliser le GPA, plus c'est en amont, plus évidemment il y a de levier pour pouvoir intervenir. Donc, ça concerne des entreprises déjà en difficulté, des entreprises sur lesquelles qui sont en questionnement, qui commencent à sentir des tensions de trésorerie, du coup, qui veulent pouvoir à la fois s'informer et bénéficier d'un accompagnement, ou des entreprises qui sont en train de faire un pivot avec une problématique peut-être plus soudaine. Donc, l'idée, c'est vraiment de ne pas laisser le chef d'entreprise seul face aux difficultés, qu'elles soient financières, donc perte d'un client, tension de trésorerie, démarrage d'un certain nombre d'impayés. Donc, les bénévoles du GPA vont intervenir en appui à de l'accompagnement économique, des difficultés humaines. Il y a un certain nombre d'entreprises qui se retrouvent en difficulté liées à des problèmes de relations sociales au sein de l'entreprise, voilà, de prud'homme. Donc, on peut intervenir là-dessus. Et psychologique, c'est notamment le lien avec l'association APESA qui permet d'avoir jusqu'à 5 consultations gratuites de psychologues pour les entrepreneurs très fragilisés. Amaya, s'il vous plaît. Voilà, donc peut-être la particularité par rapport à tout ce qui existe, c'est effectivement d'être une des premières portes d'entrée, quelle que soit la situation, hein. C'est un peu dans un premier temps un guichet universel sur lequel on peut apporter une orientation et un conseil. Ça ne veut pas dire que le GPA ensuite peut évidemment tout solutionner, mais en tout cas son articulation avec l'ensemble des acteurs de la prévention et notamment des services de l'État permet de faire ce maillage qui est souvent, enfin nous on le voit hein, sur des choses finalement assez simples où les gens sont quand même très perdus et très démunis sur quoi activer, à quel moment et quelles conséquences ça a. Donc on est vraiment sur un accompagnement humain avec comme objectif, Francis Griveau l'évoquait, c'est évidemment d'aller sur des procédures confidentielles quand c'est nécessaire. Bon, on a aussi la capacité, puisqu'on s'est retrouvé à mener des actions très simples, hein, d'appui à la négociation avec un certain nombre de créanciers sur des choses finalement très de premier degré qui peuvent, en tout cas qui très concrètement empêchent la situation de se dégrader. Et puis, en cas de besoin, c'est pour ça que c'est important au niveau du GPA, on va continuer à développer notre écosystème pour pouvoir prescrire des partenaires, j'allais dire, qui partagent ces valeurs-là. Vous le faites souvent aussi, enfin les professionnels de la prévention le font aussi souvent de manière informelle, c'est de pouvoir orienter les entrepreneurs vers des conseils qui ont une éthique, une solidarité et qui vont proposer le meilleur coût s'il y a besoin d'aller plus loin et d'aller vers des experts. Donc la démarche gratuite pour les chefs d'entreprise, les bénéficiaires, l'ensemble des membres du GPA paient une cotisation de 50 € pour être bénévole. Donc l'accompagnement, évidemment, l'accueil est fait, il est fait par Amaya, qui ne s'est pas présenté en début de réunion, mais qui est le point de contact sur l'Île-de-France. Évidemment, sur la partie diagnostic, tout ce qui peut
l'idée, c'est pas de refaire les choses, mais que ce soit Banque de France, avec la plateforme qu'évoquaient Isabelle et Catherine, ou bien la plateforme de la région, on va partir des éléments, des documents existants. L'idée, c'est de pouvoir intervenir extrêmement, extrêmement rapidement et très concrètement. Je pense que c'est un peu la force du GPA et ses bénévoles, c'est de pouvoir être tout de suite dans le concret et très, très vite. Donc, il y a cette partie, évidemment, diagnostic, les démarches rapides à mettre en place et orienter, évidemment, quand c'est nécessaire, vers les professionnels de la profession. Alors là, on est sur un accompagnement humain. C'est vrai qu'il peut y avoir un suivi de mise en place d'un certain nombre de recommandations. Je pense, par exemple, quand sur des entreprises qui ont des difficultés à suivre un accord de report, par exemple avec l'URSSAF, donc on peut appuyer, en tout cas, le fait d'accompagner au respect de ce rééchelonnement. Et pendant un an, en fonction du besoin du chef d'entreprise, on peut mettre un parrain à disposition. Voilà. Donc, voilà, c'est une idée ensemblier, accompagnement plus suivi derrière. Évidemment, ça reste confidentiel et l'ensemble des échanges qu'on peut avoir avec les autres parties prenantes, ça se fait évidemment avec l'accord de l'entrepreneur. Voilà rapidement pour le GPA. Je ne sais pas si des membres opérationnels des différentes antennes veulent compléter mon intervention, qui n'hésite pas. Laurence, je voudrais simplement ajouter, souligner en effet ton propos sur le GPA, qu'en effet c'est l'article 611-1 du Code de commerce qui donc prévoit la création des GPA, qui est dans l'ensemble des organismes ou des associations de pré-prévention le seul qui est prévu dans le Code de commerce. Ça, c'est une chose qui est quand même importante à savoir. L'agrément de la préfecture de région que le GPA a eu est une chose extrêmement importante. Deuxième point aussi, en ce qui concerne la taille des entreprises, je rappelle que les entreprises de plus de 400 personnes sont suivies par le CIRI, c'est-à-dire directement par Bercy, que ceux de 50 personnes et plus sont suivis par le CRP à la préfecture, le conseiller à la réindustrialisation et à la prévention, et que donc le GPA trouve en effet toute sa place, comme tu l'as dit, pour les entreprises de moins de 50 personnes. Donc voilà le petit complément que je voulais donner sur le GPA. Merci de ton intervention, Laurence. Merci. Et donc, peut-être le point sur la Seine-Saint-Denis, on peut passer la slide suivante, merci. Voilà, donc peut-être la spécificité sur la Seine-Saint-Denis, puisque là aussi, l'idée, c'est d'avoir le maximum de visibilité et de simplification pour le chef d'entreprise. Donc, d'ailleurs, ce séminaire, c'est vrai qu'on l'a fait avec nos différentes casquettes. On a appelé cette coordination, on l'a appelée la mission prévention 93, qui regroupe différentes associations déjà existantes. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir, quelle que soit la porte d'entrée, de pouvoir actionner la solution la plus efficace et la plus performante. Donc ça, c'est vraiment une spécificité aujourd'hui sur la Seine-Saint-Denis et je pense qui permet en tout cas à la fois de rassurer et de simplifier les démarches, puisque finalement, les actions restent quand même assez proches. Peut-être Francis, qui est du coup président sur le 93 de ces 3 modalités d'intervention, si tu veux nous dire peut-être un petit mot complémentaire sur le CIP et l'APESA. Oui, alors déjà concernant le CIP, qui est donc la proposition d'un entretien des chefs d'entreprise et qui sont reçus toujours en toute confidentialité par un trio constitué d'un avocat, d'un expert comptable et d'un ancien juge.
Ces consultations dans le 93 ont lieu le 3e jeudi du mois à la CCI. La CCI nous prête ses locaux pour faire cette consultation, sachant que on a voulu se détacher du tribunal de commerce pour que les entreprises aient moins peur et nous parlent en toute confidentialité. Les gens qui viennent nous voir, on a donc, vous le verrez plus tard sur une slide, sur le mail, nous peuvent prendre contact et on regrette qu'il n'y ait pas suffisamment de contact. Alors, ça vient par la CCI, ça vient par la CMA, ça vient en direct et à l'heure actuelle, on aurait la possibilité de faire des consultations comme c'était prévu au niveau de la France, à savoir tous les jeudis. À l'heure actuelle, compte tenu du nombre de consultations que nous faisons, nous avons décidé, depuis la création du CIP il y a maintenant 6 ans, de faire des consultations uniquement le mercredi. Alors, cela veut dire aussi que cela permet de débroussailler un peu le problème et dans le cadre la nécessité d'aller plus loin dans l'aide à l'entreprise, c'est là où à ce moment-là, il y a un pont qui s'exerce avec le GPA, puisque le GPA, à ce moment-là, fait le diagnostic, formalise un plan d'action, suit avec un parrain, et c'est quelque chose de beaucoup plus important, puisqu'il y a 25 à 30 jours d'accompagnement, alors que le CIP 93 est un conseil qui est lors d'une discussion à bâton rompu et où en fait on regarde grosso modo donc les problèmes de l'entreprise. Donc ça c'est pour, je dirais, la pré-prévention à 2 niveaux CIP et GPA. Intervient maintenant un 3e volet qui est l'APESA dont tu as parlé, Laurence, qui est quelque chose de très important, puisque je pense que si Maya peut nous passer la slide sur APESA, ça permettrait de mieux situer l'action d'APESA. Alors, oui, on avait convenu de présenter cette slide-là, mais je vais arrêter le partage et je présente tout de suite votre slide. Alors, déjà, on va parler de l'APESA et de la détection d'entrepreneurs en souffrance aiguë, puisque c'est l'aide donc psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë, donc l'acronyme d'APESA. Cette aide, elle est lancée grâce à des sentinelles. Alors, nous avons une trentaine de sentinelles sur le département. On peut en avoir 60, on peut en avoir 200. Et je conseillerais à tous les intervenants, toutes les personnes qui assistent à ce webinaire de nous contacter à l'APESA pour leur donner les renseignements sur la prochaine séance pour devenir sentinelle. C'est quelque chose d'important, voilà. Contact direct en face à face ou par téléphone entre un membre du tribunal ou un organe de la procédure et l'entrepreneur en difficulté. Ça peut être n'importe qui. Alors, on parle bien évidemment pour l'APESA de personnes qui veulent se suicider, mais j'ai l'exemple de personnes qui ont été suivies par l'APESA parce que ils avaient un coup de blues, ils avaient besoin d'être regonflés et l'aide psychologique d'un entrepreneur alors qu'il a des difficultés, sans pour ça aller au suicide, était important. Et regonfler un entrepreneur qui reçoit des coups de massue tous les jours, est aussi une possibilité pour l'APESA. Donc, ce premier contact avec la sentinelle permet ensuite à APESA de le contacter directement par un psychologue dans les 24 heures qui discute avec cette personne-là, avec son accord, pour lui proposer de lui fournir une aide payée par l'APESA 93 de 5 entretiens de psychologue. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important puisque l'APESA a comme signataire et comme participant un ensemble d'acteurs
du département, la CCI, la CMA, les experts comptables, la CPME, le MEDEF, qui ont abondé de l'argent auprès d'APESA afin qu'on puisse payer justement ces cinq entretiens. Si réellement il y a encore une nécessité d'aller plus loin, à ce moment-là, il y a une discussion avec l'APESA locale et avec RMA, qui est l'organisme de psychologues, pour voir si l'APESA peut en effet aller au-delà des cinq rendez-vous. Mais je pense que dans ce webinaire, le point important est de dire on est tous à un moment donné en contact avec quelqu'un qui a un problème. Et ce problème, ensuite, il faut voir est-ce que ça nécessite ou pas la prise en compte par un psychologue. Et le premier entretien téléphonique, qui dure bien souvent une demi-heure, trois quarts d'heure, est un vrai entretien par un psychologue pour se rendre compte de la nécessité ou pas de faire prendre en charge cinq rendez-vous. Donc, je le répète, si vous pouvez me communiquer vos coordonnées et votre intérêt pour être sentinelle, je n'hésiterai pas à ce moment-là à vous communiquer les dates prévues que l'on peut faire pour cette formation, qui peut se faire et qui se fait maintenant très souvent à distance dans un webinaire. Je pense que le point important qu'on voulait vous faire passer avec la mission Prévention 93, c'est de dire que finalement, il faut oser. Je pense que les bénévoles qui interviennent sur les trois associations GPA, CIP, APESA, enfin sur l'APESA, ce n'est pas des bénévoles, hein, ce sont des psychologues, mais en tout cas, il ne faut pas se dire est-ce que il est éligible, est-ce que c'est pour tel chef d'entreprise ou pas. L'intérêt justement de ce niveau d'action et de l'organisation en association qu'on a faite, c'est justement de pouvoir se permettre d'accueillir très largement et ensuite pouvoir réorienter ou prendre en charge quand la situation que le chef d'entreprise a envie d'un accompagnement sur la durée. Donc, voilà, il faut oser et… pardon ? Oui, je dirais, Amaya, est-ce que Amaya pourrait mettre l'autre partie du flyer où on a les adresses mail? Oui, non, les adresses mail viennent d'être partagées dans le chat. De toute façon, on enverra aux participants qu'ils souhaitent l'ensemble de la présentation avec les contacts, puisqu'on a vos coordonnées. Je vois qu'il reste peut-être 1 ou 2 minutes. S'il y a des dernières questions, moi, ce que je peux dire que vous avez les contacts Banque de France, région, et pour la partie pré-prévention, c'est Amaya. Est-ce qu'il y a quelques dernières questions? Et on est parfait en termes de timing. Je suppose que tout ce qui est bon pour le 93 est bon pour les autres départements de l'Île-de-France. Nous l'espérons. Nous l'espérons, mais il faut reconnaître que le 93 est quand même un département particulièrement dynamique. Hein. Donc, mais je n'en doute pas que les autres le soient. En tout cas, on peut souligner vraiment la bonne coopération au niveau des représentations départementales. On le fait, vous l'avez vu d'ailleurs, c'est ce qui a permis de vous proposer très rapidement cette information. Au niveau du GPA Île-de-France, en tout cas, on a à cœur de pouvoir poursuivre cette dynamique parce que, in fine, c'est quand même, je pense, plus on simplifiera les choses pour l'entrepreneur et plus il y aura de la coordination entre l'ensemble des acteurs, mieux ça leur permettra d'être bien accompagnés et efficacement accompagnés. Donc, c'est un process en cours, hein, monsieur. Écoutez, un grand merci pour votre participation. Vous avez nos coordonnées aux uns et aux autres et on partagera bien évidemment cette
cette présentation et on est à votre disposition pour toute information complémentaire. Merci. Vous pouvez nous envoyer les slides des différents. Je vous enverrai la présentation effectivement dans la journée ainsi que le replay de la réunion qui était enregistrée. Donc, vous aurez tout. Merci infiniment en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Bonne journée. Merci. Merci à vous.